Isabelle Monville. Nous avons été mandatés par Noé pour vous donner une mission ce soir. Ouais. Alors la mission, elle est très simple. C'est que l'arche de Noé est prête à partir et il ne reste qu'une seule place. La dernière. Comment? Il n'y a qu'un seul micro, comme la seule place. Donc il reste une seule place et vous allez devoir nous aider à choisir qui va pouvoir occuper cette dernière place. Et pour ce faire, vous allez avoir 3 minutes. 3 minutes pour composer des groupes de 3 à 4 personnes, afin de définir entre vous, voilà, de choisir qui sera l'élu et qui va aller sur l'arche de Noé. Alors attention, avant de démarrer ce chronomètre, on va quand même vous citer les personnes qui sont sur la liste, au cas où certains, je ne sais pas, ne sauraient pas voir qu'il y a Barack Obama d'ailleurs. Il y a le Dalai Lama, un chien, des Bing, Penelope Cruz, Jeff Sutherland, un vieillard, Beyoncé, Einstein, Richard Stallman, un bébé, et enfin Mick Jagger. Ok, top chrono, c'est à vous. Attention, plus qu'une seule minute. C'est fini. Oh, le silence il s'est arrêté aussi en même temps, enfin il est arrivé. Alors, génial. Déjà j'aimerais tout simplement savoir qui a choisi le bébé. Très bien. Le vieillard. Parfait. Peut-être
j'ai fait un choix entre les deux, hein, comme ça. Peut-être que si vous avez choisi le bébé ou le vieillard, que vous êtes posé la question de savoir qui allait en fait incarner en fait la vie, peut-être. Peut-être que c'est le bébé qui allait nous permettre de pouvoir renouveler l'humanité. J'attire votre attention quand même sur un aspect quand même assez culturel. Chez les Occidentaux, on dit beaucoup les enfants et les bébés d'abord. Chez l'Africain, eh bien, on sauverait plutôt le vieillard. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui a la connaissance, par exemple. Mais il y a d'autres possibilités. Qui a choisi Einstein? Il est mort, Qui a choisi le Dalai Lama? Il est mort aussi. Oui, il est pas mort. Alors en fait, comment? Il se réincarne, tout à fait. En fait, souvent, on va opposer le Dalai Lama et Einstein parce qu'un représente les sciences dures, l'autre représente les sciences molles, un représente la paix, l'autre représente la recherche, etc. Donc c'est un dilemme qu'on peut, auquel on peut parfois être confronté. Alors, il y en a qui ont choisi Beyoncé. Dans le bateau ou pas? Et Mick Jagger. Oui, Mick Jagger. Les Rolling Stones sont immortels. Bon, on a opposé les deux parce qu'on s'est dit peut-être qu'il y avait aussi une opposition de génération, quoi. Chacun incarne en fait la culture et la musique, mais à sa façon, une façon différente. Bon, alors. On peut continuer très longtemps comme ça, j'espère que vous êtes bien amusés, mais on va vous laisser avec quelques interrogations et on va vous donner aussi quelques clés. Et parmi les clés, j'aimerais justement Isabelle. Et bien justement, on va parler des filtres. C'est comment est-ce qu'on a organisé, comment est-ce qu'on a fait nos choix et à partir de quel filtre on a fait ces choix. Je voudrais juste revenir, parce que j'ai quelqu'un tout à l'heure dans le public, je crois que c'est Julien qui m'a dit mais il y a des gens qu'on ne connaît pas sur la liste. C'est exprès, c'est aussi de savoir comment on réagit face à l'inconnu. Et donc finalement, est-ce que c'est quelque chose d'éliminatoire, on ne connaît pas, donc on ne sauve pas, ou au contraire, on se dit on va chercher. Voilà. Mais c'est exprès qu'on a mis des personnes qui n'étaient pas forcément connues par tout le monde, je pense notamment à Beyoncé. Parce que c'est le seul qui peut se reproduire. Alors on ne connaît pas le contenu, il y a plein de situations où on ne connaît pas le contenu et où on a une mission et on a des consignes qui parfois peuvent paraître incomplètes et dans un temps extrêmement limité où on doit pourtant faire des choix et dans notre vie on en a très souvent. Et justement cette démonstration c'était pour vous montrer qu'on a des filtres et que ces filtres nous permettent de pouvoir trier, de pouvoir... justement ce qu'on appelle un peu la hiérarchisation de la pensée, où on dit aussi la structuration de la pensée, c'est bien. Tout à fait, oui. Les modes de pensée. Ok. Alors parmi ceux-là, qu'est-ce qu'on a? On a un certain nombre de filtres qu'on vous a justement évoqués et qu'on va essayer justement d'expliquer avec vous. On va juste préciser quand même qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse sur qui vous avez sauvé et qui vous avez tué en fait, hein. C'est pas grave. Hein. Non. Sauf pour Beyoncé. Non, bon, c'est... Alors justement, comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on va bien se servir de la structuration de la pensée, de comment on va hiérarchiser ses pensées, ses sentiments, ses jugements, etc. Ok, alors écoute, par exemple, pour prendre un exemple, déjà l'émotion. Là, vous étiez en situation aussi d'urgence, vous aviez un temps extrêmement limité, et donc on réagit d'une manière totalement différente quand on est au calme, quand on a le temps de réfléchir, de poser le pour, le contre, etc. Et puis lorsqu'on doit en fait agir dans l'urgence, dans le stress, voire dans la peur. Et puis aussi, on va y trouver aussi les jugements et puis le sens, qu'est-ce qui fait sens pour nous? Est-ce que on a raison? Est-ce qu'on est aligné avec nos sens? On est OK avec ce qui est en train de se passer, le choix qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on ressent quelque chose comme ça à l'intérieur qui nous dit que c'est pas aligné, que c'est pas un bon choix? Et puis le jugement aussi, c'est à partir de cet état d'esprit où on va avoir une vision sur le monde, et où on va juger ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est correct, incorrect, acceptable, non acceptable, toléré ou pas. Voir aussi les scénarios qu'on a vécus dans la vie, c'est-à-dire notre histoire. Si on a déjà vécu
une expérience à peu près semblable, il y a de fortes chances qu'on reproduise exactement le même comportement ou le même choix. Ou par exemple, si quelqu'un vous a déjà fait ce jeu, avec peut-être une explication autre que la nôtre, vous vous êtes basé aussi là-dessus, c'est-à-dire que vous basez vos choix par rapport en fait à des filtres, et c'est ce qu'on appelle nous les cadres de référence. Ça va pour ça. Donc on ne va pas évoquer tous, on a la valeur, on a le moral, on a le rôle qu'on a aussi dans l'entreprise, ou le rôle qu'on a dans la société, le rôle dans la famille, on a tout ce qui est lié aux traditions, à nos besoins aussi. Voilà. Alors on va prendre un exemple, tiens. Observez bien cette image. Qui pense que cette histoire se déroule, cette scène se déroule dehors? Levez la main. Qui pense que cette histoire se déroule dedans? Ok. Réponse, les deux mon capitaine. Mais je veux dire, certains vont penser que c'est dehors. Il n'y en avait pas beaucoup qui pensaient que c'était dehors, là. Hein, qui vont imaginer en fait qu'il y a un arbre, et puis que le cadre qui est au-dessus de la femme, c'est la fenêtre de la maison. Donc on est assis à l'extérieur. A contrario, il y a des personnes qui voient plutôt qu'on est à l'intérieur, que l'angle là représente soit une cheminée ou un poêle, et puis on a bien la fenêtre qui donne sur l'extérieur. On va prendre un autre exemple. Qui connaît cette personne? Vous connaissez pas? Bah, pourtant... Et ça, vous connaissez? C'est McCarthy. Ok. Alors, McCarthy est le créateur de cette œuvre. Enfin, cette œuvre. Oui, cette œuvre. C'est une œuvre. C'est une œuvre ou pas? Et bien justement, en fonction de notre cadre de référence, on va dire « Ouah, c'est une œuvre d'art » ou on va dire « Ouah, c'est une insulte ». Enfin, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé, jusqu'à ce qu'on détruise cette œuvre qui elle s'appelait The Tree, donc l'arbre. Donc c'est là qu'on voit que les cadres de référence sont quand même, ça peut paraître un jeu, mais en fait ça a quand même une certaine importance, puisque ça, à partir de là on prend des décisions. D'ailleurs, est-ce qu'on peut envisager à peu près quels sont les impacts qui sont liés en fait au cadre de référence? C'est-à-dire tous les filtres qu'on vous a expliqués. Est-ce qu'il y a des impacts, Isabelle? Oui, bien sûr, il est double. On va avoir des impacts, des conséquences positives. Le cadre de référence a une fonction positive, il va protéger, parce qu'en fait, dans notre façon de penser, on va être en accord avec nous-mêmes, ça nous protège, et on a les expériences pour cela. Il structure, parce qu'on va pouvoir être capable de réagir à notre environnement en fonction de ce qu'on a à l'intérieur, et puis il va aussi permettre de choisir quel est le bon comportement lié à mon environnement, à la sollicitation que je vais pouvoir avoir. A contrario aussi, il a d'autres impacts, c'est qu'il nous enferme. C'est-à-dire quand on a un cadre de référence, on a une façon de voir le monde. On dit très souvent qu'on a une paire de lunettes. Cette paire de lunettes nous conduit à voir la réalité d'une certaine façon et pas la voir d'une autre manière. Donc ma paire de lunettes va m'enfermer dans une réalité, en tout cas celle que j'imagine et telle que je l'aperçois, telle que je la ressens. Et le fait de m'enfermer, il va me limiter. Parce que du coup, je ne vais pas imaginer autre chose, et je ne vais pas imaginer d'autres façons de penser, je ne vais pas imaginer en fait d'autres réalités, et il m'empêche forcément d'aller aussi vers les autres, ceux qui sont aussi différents. Bon. Après, quand on a dit ça, ils vont me dire oui, ok, on le sait, vous le saviez ça? Oui? Non? Non, mais si vous dites oui, on arrête. Donc vous êtes obligé de dire non normalement. Parce qu'en fait, vous devez nous subir encore une demi-heure. Non, bon, enfin bref, j'ai envie de dire plutôt, Isabelle, so what? Enfin, so what? Maintenant qu'on sait, ouais, il y a des cas, parfois on voit comme ça, il y a des fonctions positives, des fonctions négatives. Qu'est-ce que ça fait d'autre? Ah. Eh ben, j'ai envie de dire, so what, c'est un peu comme dans une union, un mariage, quel qu'il soit, on va être tout le temps en interaction avec les autres, avec l'autre ou les autres, que ce soit à la maison, que ce soit dans sa sphère professionnelle. Et forcément, quelquefois, ça peut amener des choses. Comme l'enfermement, par exemple. Donc ça veut dire que tout simplement, notre cadre de référence, on va l'imposer à quelqu'un.
En l'imposant, eh bien, on va, comment dire, balayer les pensées, on va cataloguer la personne. Alors, il y avait un exemple. Bon, voilà, l'entreprise, tous les ans, a fait une fête de Noël, et tous les ans, en fait, jusqu'à présent, mon mari n'y allait pas. Il n'y allait pas parce que la fête de Noël, à ses yeux, c'était pas important, on va dire, au sein de l'entreprise. Et cette année, je vais même pas lui parler de la fête, parce que je sais d'avance, en fait, qu'il va dire non. Donc comme je sais qu'il va dire non, je ne vais pas lui poser la question, je vais rester dans ce cadre de référence que j'ai, je ne vais pas aller le chercher, et je vais le cataloguer comme étant, on va dire, dans le refus. Donc je vais faire en fait mon petit chemin tout seul. Autre cas ? On va te donner, je continue ? D'accord. On a un autre cas, c'est s'il y a quelqu'un qui impose, ça veut dire qu'il y a quelqu'un aussi qui renonce d'une certaine manière. L'autre possibilité, c'est de renoncer. Renoncer à son cadre de référence. Ça, on l'a dans un mariage. Les mariages mixtes, par exemple, ça arrive parfois qu'il y a un cadre de référence culturelle, notamment, qui est abandonné au profit de l'autre, par exemple. Et que la personne, en fait, soit aussi dans le renoncement. Troisième possibilité, c'est de trouver le compromis. C'est de chercher, en fait, finalement, à faire un pas vers le cadre de référence de l'un ou de l'autre, et de tenter, en fait, de trouver justement cette union, ce mariage, quelque chose qui permette en fait à chacun de pouvoir vivre aussi dans ces codes, dans le respect de chacun. Alors, ce compromis, c'est génial. Sortons un petit peu du mariage, mais la question, ce serait de savoir, est-ce qu'il y a des clés ? Alors oui, il y a des clés, mais... Il y a des clés, mais parfois il y a un mais. Le cas de référence, moi j'en ai un, vous en avez un, donc il y a moi, mon cas de référence, mais on va trouver aussi des cas de référence qui sont familiaux. Ce qui se fait dans des familles ne se fait pas dans d'autres familles. On va trouver des cadres de référence sociaux, c'est-à-dire que dans mon entourage, mes interactions avec mes amis, et on va trouver les cadres de référence professionnels, c'est-à-dire que dans une entreprise, elle va avoir son cadre de référence, avec à l'intérieur tout ce qu'on va voir. Un petit récap. On a dit que chaque individu avait son cadre de référence, et que dans ces cadres de référence, il y avait différents filtres, on les a vus tout à l'heure. Qu'à travers cela, en fait, il faut ajouter d'autres couches qui interagissent, le cadre de référence de la famille, celui social, qui est amical ou autre, et professionnel. Et on va voir maintenant, quid de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe également dans le monde du travail. Alors, pour cela, je vais m'appuyer sur une histoire totalement personnelle. Il s'avère que j'ai travaillé 15 ans en compagnie aérienne, dont j'ai eu la joie de travailler pendant 8 ans dans une entreprise qui a vécu, je crois, 4 changements d'actionnaires, 10 plans sociaux, 10 transferts d'activité. C'est-à-dire tous les ans, il se passait quelque chose dans cette entreprise. Et du coup, alors Isabelle m'a dit de mettre cette photo qui était emblématique, c'est que en fait, personne ne comprenait en fait, cette entreprise. Alors je vais essayer avec le recul, parce que maintenant c'est il y a 12 ans, vous montrer comment en fait Air Liberté a fermé ses portes, pas forcément que pour des raisons financières ou politiques, mais comment les cadres de référence ont conduit aussi les confrontations des cadres de référence ont conduit également cette entreprise en fait à sa perte. Donc c'est un contenu négatif, mais voilà, moi je me suis appuyée sur cette expérience, en tout cas pour faire mon métier aujourd'hui. Alors, premièrement, vous aviez une entreprise qui a fusionné avec Air Liberté TAT dans un premier temps, AOM Minerve dans un deuxième temps, AOM Air Liberté dans un troisième temps. Tout cela a donné en fait un boogie-boulga qui s'appelait en fait Air Lib à la fin. Résultat, qu'est-ce que vous aviez ? Vous aviez une entreprise qui avait une culture régionale, avec des ATR, je ne sais pas si vous savez ce que c'est 19 places, ça va à Saint-Brieuc, ça va à Périgueux, etc. Puis de l'autre côté, vous aviez une entreprise qui faisait Papette, Boeing 747, avec 500 passagers. Donc quand on se réunissait dans les séances de travail et qu'on essayait de travailler ensemble, vous en aviez qui avaient une vision du monde qui était extrêmement régionale, et d'autres qui avaient une vision du monde avec des calages horaires et compagnie, enfin voilà, avec des volumes. Donc tout ça, en fait, a conduit, on va dire, cette entreprise à avoir des gens qui étaient dans la même salle. Donc je ne vous raconte pas les séances de travail pour faire les plannings. Je pense que vous pouvez imaginer. L'autre élément, on avait des changements d'actionnaires. Air Libre, par exemple, a vécu 4 changements d'actionnaires. Donc c'est simple. Tout le personnel d'Air Liberté, ils avaient l'habitude de monter des procédures, de les mettre à la poubelle. Monter des procédures, monter à la poubelle. Politique commerciale, nouvelle politique commerciale. On changeait les procédures constamment. Les autres, ils avaient un actionnaire bancaire.
stabilité financière, tout se passait bien. Donc vous aviez d'un côté des équipes qui avaient l'habitude du changement, et les autres qui étaient plutôt dans la stabilité. Donc là aussi c'est pareil, la démarche, en fait, les méthodes de travail changeaient complètement. Vous en avez d'autres, bah tiens, Air Liberté, comme on changeait tout le temps d'actionnaire et qu'on ne pouvait pas faire de longs projets, donc forcément, on travaillait sur les moyens. Donc quand on avait un projet, on regardait ce qu'on avait comme ressources, et là on définissait quel était le chemin à réaliser. Bah, les autres, en fait, étaient dans une autre optique, puisqu'il y avait une stabilité financière. Ils projetaient ils avaient des projets plutôt beaucoup plus à moyen terme, et donc ils projetaient d'abord, et ensuite ils mettaient les ressources qui allaient avec. Donc il y avait toujours ce dilemme de est-ce qu'on regarde les inputs en premier ou est-ce qu'on regarde les outputs en premier. Donc les méthodes aussi, pareil, différaient. Deuxième, encore autre élément, il y en avait qui avaient l'habitude, en fait, du charter, la grande culture du charter. La culture du charter faisait que, on est dans la débrouille, on est dans le low cost, donc la relation avec le passager était complètement différente que la relation clientèle que pouvaient avoir ceux qui étaient plutôt dans le régulier, qui visaient le haut de gamme, voire qui visaient aussi plutôt à l'image, à l'instar d'Air France. Autre point, vous avez... alors ça c'est encore plus drôle, vous le savez peut-être pas, mais dans beaucoup d'entreprises, ce qui met en commun, c'est dès qu'on commence à faire des fusions de services ou autres, on choisit un nom commun, on choisit un logo commun. Les compagnies aériennes, il y a aussi l'uniforme. Or, les uniformes, pour faire des dotations d'uniformes communes, il faut quasiment 1 an. Donc imaginez-vous la cafétéria, il y avait l'équipe rouge d'un côté, l'équipe bleue de l'autre, personne ne se mélangeait pendant 1 an. Voilà, ça a duré 1 an. L'autre point encore que je vais évoquer, c'était, chez Air Liberté, comme il y avait souvent de changements de patron, et que tous les patrons avaient le même discours, c'est-à-dire que dès qu'ils arrivaient, ils disaient, bon alors maintenant nous allons faire un certain nombre d'efforts, j'attends de votre part beaucoup d'implication et de motivation, nous devons redresser l'entreprise, etc. Donc les salariés d'Air Liberté, ce discours, ils l'entendaient tout le temps, donc quand les patrons ils arrivaient, ils avaient une défiance vis-à-vis d'eux, ils rejetaient systématiquement en fait leur projet. Ce qui n'était pas le cas, on va dire, chez OM, par exemple. Encore une autre fois, autre élément, on avait les British et les Allemands. On a eu plusieurs actionnaires. Alors c'est drôle parce que les Allemands, quand ils venaient se présenter en réunion, ils venaient, ils disaient bonjour, voilà, ma fille fait telle étude, le week-end, moi je vais à la pêche. Ils nous racontaient en fait leurs histoires de vie. On se regardait, on disait mais on s'en fout, on veut un PDG qui nous raconte quel est son projet d'entreprise, j'ai pas besoin de savoir ce qu'il fait durant ses week-ends et compagnie. Et alors le dernier truc, et j'arrête là, le pire, alors ça a été l'année où justement on avait fusionné à OM, je monte dans un Mac de glace 82 et horreur, malheur, dans cet avion, je vois une rangée 13. Et là j'ai dit mais c'est pas possible. J'ai fait Air Inter, j'ai fait Air France, j'ai fait Air Liberté, TAT, on n'a jamais de rangée 13 dans un avion. Pourquoi vous avez une rangée 13? C'est interdit. Et là aussi, pareil, on dit, mais interdit, pourquoi? C'est étonnant aussi. Voilà. Toutes ces histoires, c'était pour vous dire que tous ces paramètres de cadre, on va dire, de référence de chacun, ont fait que, eh bien, en fait, il y avait dans les séances de travail, dans la manière de travailler, systématiquement des situations totalement loufoques. Donc ça veut dire aussi une confrontation des cadres de référence entre toutes ces sociétés qui finissent par fusionner. Donc on ne va pas tous les faire parce que j'ai mon petit problème de micro, mais on va avoir la confrontation des cadres de référence ne serait-ce que par rapport au management. Est-ce que le management il est plutôt command and control? Est-ce qu'il est plutôt où on fait confiance aux collaborateurs et c'est un management plutôt agile? Est-ce qu'on va trouver aussi les croyances, toutes les croyances qui sont liées à des choses comme par exemple le numéro 13, c'est une croyance réelle ou imaginaire. Pour certaines personnes ça porte malheur, pour d'autres ça porte bonheur. Donc finalement on a bien une confrontation des cadres. L'histoire de la société, dans une société, quand elle se construit, elle va vivre des choses, des situations, les collaborateurs vont vivre ces situations, ça va créer l'histoire, comme dans une famille finalement, et donc finalement on est porteur de ces histoires, donc quand on retrouve d'autres personnes avec qui on va devoir collaborer, et qu'elles ont des histoires différentes, c'est forcément, on risque d'avoir un cadre de référence qui est différent, et donc là ça peut générer parfois des conflits, comme on a pu le voir maintenant. Et d'ailleurs, justement, c'est ce qu'on préconise très souvent, c'est-à-dire que quand on fait un audit ou qu'on veut observer une entreprise, il faut regarder en fait tout ça pour pouvoir comprendre en fait le cadre de référence en fait de l'entreprise et de savoir ce qu'il y a en fait comme point commun.
Pourquoi? Parce que tout ça, en fait, a des conséquences. Je vous en ai parlé un peu parce que c'était mon histoire, mais on va essayer de vous apporter quand même quelque chose un peu plus de cohérent. Dans les choses positives, par exemple, quand il y a des cartes de référence comme ça qui s'opposent, ça a marché, notamment à Air Liberté AOM. À un moment donné, ils ont réussi à faire cette fusion. Ils ont réussi à avoir une cohésion, à pouvoir travailler aussi ensemble, à aplanir, on va dire, toutes les méthodes de travail et de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on allait construire ensemble, un peu le 1 plus 1 égale 3 ou ce qu'on veut, voilà, pour améliorer les procédures en fait, de chacun. Et puis, du coup, ça a provoqué quoi? Ça, c'est très important. Quand il y a adhésion à la vision commune, là où on veut aller ensemble, eh bien, automatiquement, il y a de la motivation, et de la motivation découle en fait de l'implication de chacun. Et par contre, sur le côté négatif, si on reste sur chacun centré sur son cadre de référence, on va rapidement avoir par exemple des problèmes de coût. Fadil a raconté tout à l'heure l'histoire sur les claviers. Ah oui, je n'ai pas encore dit ça, mais ça c'était drôle. Je ne l'ai pas dit ça. Les Suisses et les Allemands, ils ont eu une superbe idée. Un jour, ils nous ont dit que notre matériel était vieux. Ils ont dit on va vous remplacer en fait tous vos ordinateurs dans les 32 escales. Donc on était tous effectivement contents. Parce qu'il faut savoir, hein, pour votre info, toutes les hôtesses que vous voyez par exemple dans les aéroports, elles ont 60 minutes pour traiter le dossier de passager. Elles ne doivent pas utiliser une seconde de plus. Et donc on nous envoie des ordinateurs super neufs. Génial! Sauf que le clavier est quartz. De 60 secondes, nous sommes passés à 1 minute 20. Pour un coût de... J'ai pas compté le coût, hein, mais je vous laisse imaginer la perte de temps, ce que ça génère forcément. Voilà. Donc après les coûts, il peut y avoir aussi des crises et des conflits parce que on n'est pas d'accord et puis si on n'a pas la vision partagée, si on n'est pas OK sur les valeurs, si on n'a pas envie de collaborer, forcément on va aller plutôt dans je vais dans le conflit, dans la non-communication et je ne vais pas co-construire avec l'autre. Donc du coup, je reste sur quelque chose qui relève de la crise et du conflit. Ou alors, on va aller dans l'immobilisme. Et l'immobilisme consiste à attendre que ça passe en ne faisant rien. Une sorte de désinvolture, c'est-à-dire ça va bien s'arrêter d'une façon ou d'une autre. D'une façon positive, ça va finir bien, ça va finir mal, mais j'attends, je ne fais rien. Ok, alors, à partir de là, on va essayer de trouver des clés quand même. Ce qui pourrait être bien, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est bien encore une fois, de pouvoir identifier qu'il y a plusieurs niveaux, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, au niveau de l'individu, de sa sphère familiale, on a vu la sphère sociale et la sphère aussi du professionnel, et on a ajouté cette couche également de l'entreprise, avec tous les filtres également qui pouvaient se jouer. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Justement, j'ai une question pour toi. Comment tu fais pour arriver à 9? Quelle opération mentale tu effectues? 10 moins 1. Et toi, Martine? 10 moins 1, moi je fais 3 x 3. Tu peux faire 4 plus 5 aussi pour arriver à 9. Ouais. On peut faire 7 plus 2, puis on peut rester longtemps sur l'opération, oui. On va pas le faire. Et donc finalement, tout ça pour arriver à dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il y a une façon de faire, et ce qui compte c'est le résultat. Mais il faut juste que le résultat il soit connu. C'est-à-dire que si on sait où on va, peu importe comment je le fais, à ma façon, à ta façon, à notre façon, on peut aussi imaginer une façon collaborative, mais ce qui compte, c'est le résultat. Et c'est là-dessus où ça prend tout son sens, c'est vraiment de partager la vision. C'est des mots un peu, on entend tout le temps, c'est vulgarisé, mais le résultat, c'est quoi le résultat qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver? Alors, on leur donne quelques techniques, quelques méthodes, nos méthodes de coach, là. Oui, ou pas? Ouais. Bon, ouais, okay. On va en donner 4. Qu'on a appelé Easy. Parce que Easy, c'est... C'est easy. C'est easy, quoi. Voilà, c'est exact. Voilà. C'est facile, hein, ça. Elle commence. Hein. Ça aimerait bien commencer à venir chatouiller mon cadre de référence. Alors, ok, commence à expliquer. L'écoute active. Ouais, c'est quoi ça? Il y a plusieurs... Alors, ça paraît dingue, parce que quand on dit il y a plusieurs formes d'écoute, les gens me disent non, il n'y a qu'une seule forme d'écoute. Non, il y a plusieurs formes d'écoute. L'écoute active consiste à écouter l'autre, sans l'interrompre, sans se dire j'attends qu'il finisse pour lui sortir mes arguments, et qu'on soit vraiment dans la relation à observer l'autre et vraiment être dans l'accueil de ce qu'il est en train de dire. On va accueillir ce que dit l'autre. Après, il y a sortir. Vous voyez déjà, je me suis mise un petit peu sur le côté, c'est presque inconscient de ma part. Sortir des sentiers battus. Alors, adopter en fait, voir d'autres schémas de pensée.
Ça, c'est super facile à dire. Il faut pouvoir le faire. Quand on est habitué à travailler d'une certaine manière, on est persuadé que la façon dont on pense et qu'on travaille, nos méthodes, c'est forcément les meilleures. Non? Sinon, on ne serait pas bon. Si on n'est pas con, bah oui, forcément, ce qu'on pense, c'est forcément le meilleur. Donc comment je fais pour penser autrement et voir autrement? Alors on a une méthode en coaching, on dit qu'il faut développer l'art de l'hypothèse. L'art de l'hypothèse, mais pas simplement faire une seule hypothèse. On dit que si vous n'avez pas 3 ou 5 hypothèses, vous ne pouvez pas envisager d'avancer. Vous êtes dans l'immobilisme. Tant que vous n'avez qu'une seule idée, qu'une seule manière de penser, qu'une seule solution à apporter, qu'une seule formule à apporter, vous êtes dans l'immobilisme. Donc il faut toujours imaginer 3 à 5, même si certaines vous paraissent totalement loufoques. Ces 5 permettent de pouvoir imaginer qu'il puisse y avoir d'autres façons également d'envisager la solution, le résultat. Ensuite, on peut aussi interroger. Ça paraît tout bête, mais en cas de conflit ou de désaccord, on ne va pas forcément interroger l'autre, on cherche plutôt à lui coller ses arguments et démontrer qu'on a raison. Alors, pour interroger, c'est simple. Enfin, il faut prendre ce qu'on appelle une position méta. Alors, c'est... Est-ce que méta, ça veut dire... Non, pas vraiment. Bah, et si je monte là-haut, je suis méta? Non plus. Ah, si tu montes, oui. Ah, oui, si je monte? C'est comment ça monte? Ouais, mais je monte et je fais ça? Non, mais pas trop quand même. Alors, on s'extrait de la situation à froid, parce que si on réagit à chaud, c'est nos émotions, c'est nos ressentis. Si on a de la colère, ça va partir. Donc à froid, on essaye de s'extraire de la situation, d'observer du dessus comme ça, et de repérer, de refaire un peu le film, et de repérer, s'interroger soi-même en disant, tiens, est-ce qu'il y a une de mes valeurs qui a été bafouée? Est-ce qu'il y a un de mes besoins qui n'a pas été entendu, repéré? Ou chez l'autre? Peut-être que c'est chez lui. J'ai peut-être bafoué une de ses valeurs, peut-être que j'ai fait quelque chose qui l'a touché profondément. Donc du coup, je vais aller l'interroger sur cette valeur ou ce besoin ou lui oser poser une question. Ou poser la question. Oser poser une question. Oser poser une question, ça ouvre la dernière clé qui est l'expression. C'est être dans l'oser dire. Donc l'oser dire, c'est pouvoir aussi s'exprimer. Mais là, attention, on ne s'exprime pas non plus de la... Je vais vous dire ce qu'on fait généralement, hein, c'est Isabelle, tu n'as pas fait ça. Ouais, est-ce que tu m'as pas dit ça? Mais si. Mais tu pourrais aussi, voilà, c'est-à-dire d'être dans le tu. Là, ce serait plutôt de dire je. Donc la règle d'or, c'est le je ou le j'ai, c'est comme vous voulez. Donc j'exprime un ressenti. Isabelle, j'ai l'impression que je me suis mal exprimée, que mon idée n'est pas passée. J'ai le sentiment que, j'ai l'impression, je ressens, je. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas en fait à dire à l'autre, c'est pas forcément bon ce qu'il fait, mais de dire comment nous on le perçoit personnellement, et donc on se ramène à soi. Et donc du coup on a peut-être un ou deux exemples? Oui. Alors j'ai déjà un premier exemple. Une fois je suis allée voir un de mes patrons, mes chefs, c'était simple, j'avais été embauchée à un nouveau poste, et puis 6 mois après on m'a rajouté un certain nombre de responsabilités. À la fin de l'année j'avais réussi mes objectifs, plus la charge supplémentaire. Donc je suis allée voir mon chef et je lui ai dit là, comprenez, j'ai plus de responsabilités, j'ai atteint mes objectifs, j'aimerais avoir une augmentation de salaire. C'est évident. Et là, la réponse du chef, c'est non. Et je pensais qu'ils allaient deviner en plus. Non. Okay. Et alors, au moment où il m'a dit non, moi je suis restée stoïque. C'est-à-dire que là, je me suis aperçue que quand on me disait non, c'était la première fois de ma vie, je me suis aperçue que ça me déstabilisait totalement. Donc me dites pas non tout à l'heure. Donc non. À quoi? Je sais pas. Non. J'étais blême. Non mais honnêtement, j'avais légèrement les yeux qui pétillaient. Je pense que j'étais pas très loin de... Enfin bref. Donc je suis sortie. J'étais super mal. Parce que pour moi, ce non, ça voulait dire que voilà, comme mon travail n'était pas reconnu, quoi. J'avais pas... Et donc ça correspond bien à un besoin de reconnaissance. Ah bah oui, bien sûr. C'est un besoin de reconnaissance. Après, il peut passer par l'augmentation, il peut aussi passer par du feedback, où quelqu'un puisse me dire c'est super ce que tu as fait, c'est génial, et moi ça me va bien parce que mon travail est reconnu. Oui, il m'a rien dit, moi. Ouais. Est-ce que c'était sûr que c'était bien ce que tu as fait ou... Ceci étant, quand il m'a dit non, j'ai avalé ma salive et puis j'ai rien dit non plus, quoi. Je ne lui ai pas posé de questions, moi voilà. Alors moi j'ai un autre exemple. Ah bon? Dans mon ancienne boîte où je travaillais il y a quelques années, tous les lundis, il y avait une réunion. Et tous les lundis, il y avait 2 types
Ouais. qui étaient Ah, c'était deux garçons. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Qui n'étaient jamais d'accord. Jamais. L'un disait blanc, l'autre disait noir, on disait gauche, on disait droite, on disait en haut, on disait en bas. Jamais, 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 jamais. Et c'était insupportable parce qu'on savait que de toute façon, on allait avoir la confrontation du, enfin, j'allais dire testostérone, mais c'est peut-être pas Ouais. le mot. Quoi. Non, on va être poli. Oui, oui. Ouais, pour le moment. Non, pas maintenant. Tout à l'heure pour le off qui. Mais dans ta réunion, tu faisais quoi, toi? Enfin, je veux dire, quand tu les voyais se disputer. À l'époque, je ne sais pas ce que je sais aujourd'hui, donc je sais pas, on est arrivé là-dedans, c'est ce qu'on appelle l'illusion. L'illusion nous fait croire que ça va se passer différemment et bien, et en fait ça n'est jamais arrivé. Jusqu'à justement, la position méta. Donc là, en fait, c'est Alain Cardon qui explique ça, justement, dans une des réunions qu'il avait vécu ça, il disait prendre la position méta, ce qu'elle expliquait tout à l'heure, Isabelle. Mais qu'est-ce que c'est concrètement, par exemple, dans ce cas-là? C'était prendre en fait la position réellement en hauteur et de se dire, ok, on en a deux qui sont jamais d'accord. Enfin, a priori. On a les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont passifs, ils disent rien, etc. Donc, ceux qui sont passifs sont complices du désaccord, du jeu qui s'effectue entre ces deux autres personnes, puisqu'ils ne disent rien, ils n'interviennent pas. Bon. Et les deux autres, qu'on dit se disant en désaccord, en fait, ils sont en accord. Ben oui, ils sont d'accord d'être en désaccord. C'est compliqué quand même. Hein? Donc, ils ne sont pas en désaccord. Donc, du coup, la proposition qu'il fallait faire, en fait, ici, qui a marché d'ailleurs, c'était de dire à l'ensemble, enfin justement aux autres qui étaient soi-disant passifs, de dire, eh ben là, vous allez agir un peu plus, et ce que vous allez faire, ben, c'est simple, vous allez organiser vos réunions, les séquencer, de façon à ce que vous allez laisser une plage horaire dédiée, en fait, à ce fameux désaccord où ils sont d'accord de ne pas être d'accord, pour leur proposer à chaque fois un projet où quand ils seront en désaccord, qui puissent être d'accord pour nous apporter des feedbacks qui soient différents. Ouais. C'est énorme. À peu près ça. Non? C'est énorme, c'est énorme. Ok. Bon. Là, on arrive à un dernier exemple. Un dernier exemple. Ouais. Il n'y a pas mieux. Voilà, le moment un peu Breaking Bad de la journée, où on fait de l'amour, je sais pas. Enfin, on va raconter un peu notre histoire, parce qu'il se trouve. C'est ce qu'on dit en coaching, on dit qu'il faut faire avec la matière présente. Ouais, et on va le faire en grand groupe. Voilà. Donc on va faire notre thérapie là maintenant. Voilà, vous allez voir ce que c'est qu'une confrontation. On va vous la raconter. Fadila, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ben en fait, ça fait 8 ans. Ouais, pas loin, ouais. Ouais, c'est ça. Donc nous sommes des amis. Voilà. On croyait en tout cas jusqu'à il y a... Enfin, bon bref, on va pas tout dévoiler. Ben, on est encore vivantes là. Oui, c'est vrai. Donc nous sommes des amis. Des femmes, voilà, deux femmes. On a un parcours commun, c'est qu'on a fait toutes les deux du coaching. D'accord? On s'est formés, tout ça. Voilà. Donc Isabelle me dit, ouais, tu viens, on va intervenir, là j'ai le tour et tout, toutes les deux. On s'est dit, oh, ça va être top quand on va se faire une co-animation. Oui, moi j'étais. Comment? Je pensais que ça allait être top. Ouais, tu vas te dire, ça va être génial, je vais faire un truc avec une copine et tout, ça va être génial. Bon, jusque là ça allait. Bon, on va faire sur quoi? Bon, cadre de référence. Ouais, super, pas de problème. On connaît. On va se faire avoir. Moi, à peine elle m'a dit ça, qu'est-ce que je fais? J'ouvre un Google Doc, j'écris des idées, je commence à faire une structure de plan. Pareil, j'ai oublié de vous dire, hein, j'ai fait l'aérien, mais je suis formée, j'ai fait stratégie militaire quand même. Donc, bon, même si j'ai fait du théâtre, j'ai quand même, j'aime bien les trucs 1.1, 1.2, 1.3, avec un cadre et tout ça et tout, voilà. Et puis, je lui renvoie et je lui dis, ouais, ça y est, j'ai le Google Doc et tout ça et tout, vas-y, et tout. Une fois, 2 fois, 3 fois. Moi, j'étais harcelée par cette nana qui passait sa vie à m'envoyer des demandes sur le Google Docs qui me parlent de processus, de méthodos, de comment on allait faire, de comment on allait co-animer, co-construire, etc. Je dis, mais non, tranquille, on va, comme d'hab, on va le faire. Ouais, elle me dit, ouais, je vais faire. Moi, j'ai plein d'idées, hein. Ouais, je fais un slide. Ouais, je prépare le slide. Il y a un petit côté consultant aussi. Puis au bout d'un moment, je lui dis, mais moi j'aimerais bien savoir où on va, quoi. Quid de notre co-création? On n'est pas d'accord, parce que moi je dis on va à l'Agile Tour, et elle veut savoir où on va. Moi c'est évident, je sais déjà le résultat. Le résultat c'est l'Agile Tour, mais elle veut faire des trucs sur les Google Docs, tout ça. Enfin moi j'ai trouvé ça dégueulasse. Donc moi j'étais un tortionnaire. C'est véridique, hein. J'étais un tortionnaire parce que moi, mon habitude elle est comme ça, c'est que j'aime bien l'impro, mais je sais que l'impro,
c'est grâce à beaucoup d'organisation et de préparation. Et donc en fait, quand je prépare quelque chose, ben, j'ouvre tout de suite un Google Doc et puis je commence à travailler lundi dessus, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, etc. Et puis j'avance tout doucement comme ça. Et puis, madame... Moi, je libère mon génie créatif, H-24, 48, et vraiment, ça fait sa pète quand même. Mais du coup, dans mon cadre de référence, il y a un monsieur qui me dit 10 minutes. Ouais. Alors, dans mon cadre de référence, c'est on va y aller, c'est tranquille, on se fait confiance et le monde te sourit. Dans le cadre de Fadila, je te laisse parce que c'est ton cas. On est bien encore dans mon cadre de référence, et puis alors à un moment donné, elle me dit, ouais, moi j'ai travaillé dessus, tout ça, et puis elle m'envoie un slide, et puis qu'est-ce que je vois dans ces slides? L'individu. Je lui dis, mais c'est pas possible, quoi. En fait, elle est formée en analyse transactionnelle. Enfin, je sais pas si vous connaissez, vous avez déjà expliqué l'an dernier, l'individu, le moi et tout ça. Ouais, on est coach. Moi, je suis formée en approche systémique. L'individu est un système, les autres sont un système qui cohabitent et interagissent dans un système. Mais ça reste des individus. Oui, mais c'est un système. Oui, c'est quand même des individus. N'empêche qu'il y a des interactions. Et donc, c'est cette confrontation qu'on a eue. Moi, j'étais sûre, dans mon cadre de référence, c'est l'individu. Après, il y a les équipes, bien entendu, mais dans son cadre de référence, c'était la systémique, le système. Comment il évolue, comment il fonctionne. Et moi, je m'intéresse à comment toi, tu fonctionnes. Toi, moi. Et après, l'équipe, on verra. Bref, on a failli se foutre sur la gueule. Non, pas vraiment. Alice, Si. c'est limpide. Si. D'accord. Bien chaud, patate. Enfin, en tout cas, je t'ai attendu. Ouais, moi aussi sur le pied de la gare, et je voulais vraiment lui dire, bon, ça va être maintenant, là, je vais exprimer, sentir, formuler, lui dire, voir peut-être... Bon, je vais pas le dire, mais je l'ai pas fait. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait boire un... Enfin, on raconte un peu notre vie, mais on s'est assise, on s'entend de la gare, c'était presque romantique en fait, on s'est assise et on s'est dit, voilà, quand tu fais ça, je ressens ça. Quand tu dis ici, j'ai l'impression que... Et on a parlé, et on s'est écouté. On était vraiment en position méta, c'est-à-dire qu'on a mis les trucs de côté, là, la colère. Parce que moi, j'avais un peu de colère et puis un peu d'appréhension finalement, ce binôme. Ce binôme qui me paraissait tellement naturel, tellement évident à mettre en place, parce que je la connais, c'est une pote. On peut pas avoir des cas qui se confrontent, et bien en fait, ils sont confrontés. Oui. Et d'ailleurs, fortement. Donc du coup, en fait, c'était aussi, je pense, le fait d'avoir envie de faire quelque chose ensemble, et de le faire aussi avec plaisir, parce que c'est là que vous me répondez oui. Hein. Vous avez du plaisir. Mais c'est pas assez fort, ça. Voilà. Ok. Qui nous a permis de pouvoir justement échanger, de dire, sur nos impressions, de dire aussi, bah tiens, à tel moment quand j'ai fait ça et que tu m'as répondu ça, moi j'ai eu ce ressenti, et de comprendre aussi pourquoi, et l'autre, comment il vivait les choses. Ce qu'on voit en fait quasiment tous les jours, tout le temps, mais qu'on n'a pas toujours, enfin on prend pas ce temps forcément de le faire, de débriefer, et surtout d'avoir un feedback aussi positif. Juste une info, ça ressemble pas du tout à une séance de thérapie, hein. C'est pas du tout ça. Hein. Parce que je pense toujours que ça va pas. On le fait à la maison, on le fait avec son chef, son collègue, etc. C'est pas une séance de thérapie. On n'est pas du tout dans... on va pas s'auto-analyser, on va exprimer. Et ce qu'on fait rarement finalement. Souvent on garde nos trucs, on timbre et puis on détimbre après. Mais en fait, il nous reste juste le temps nécessaire. Ah oui, tu crois? Oui. Bon. Et on s'est dit, en fait, vas-y. Oui. Mon enfer, donc. Non, c'est toi mon enfer. T'es l'enfer. Enfin, bref, en général, on a l'autre, les autres, c'est un enfer. C'était quand même prémonitoire cette histoire, Quoi? parce que le titre, on l'a eu tout de suite. Non, en fait, on voulait jouer la pièce. On s'est dit, on doit la jouer nous-mêmes, c'est encore plus simple. Et on s'est dit, mais c'est fou, parce que c'est mon enfer, quoi. C'est à chaque fois, elle est là à m'embêter, à me demander des trucs. Moi, je travaille pas comme elle travaille pas comme moi. Elle m'écoute pas. Je l'écoutais pas non plus, hein, parce que j'étais sur mes positions. Et c'est là où cette phrase prend tout son sens. En fait, l'enfer, c'est les autres. Mais oui, parce qu'en fait, les autres, ils nous montrent où sont nos résistances. Je veux pas aller dans le processus. Pourquoi je veux pas y aller? C'est quoi mon problème de processus? Finalement, peut-être que je vais découvrir quelque chose de nouveau et qui est inconnu pour moi. C'est pour ça que je veux pas y aller. Mais c'est ça, cet enfer. Il va nous donner des focus sur nos besoins, nos envies, mais aussi qui nous permet aussi de pouvoir avancer, parce que finalement, on n'évolue que dans l'action, d'une certaine manière. C'est-à-dire en agissant, en étant confronté en fait à de nouveautés, on a de l'apprentissage, et c'est de l'apprentissage en fait qu'on avance. Donc, alors attention quand même à ne pas se laisser enfermer, parce que l'enfer c'est les autres, c'est parce qu'ils nous renvoient des choses aussi,
des jugements et ne pas se laisser enfermer dans ces jugements. C'est-à-dire qu'on est aussi un être, on est capable de penser, de sentir, et donc si on me dit t'es comme ça, j'ai le droit de dire non, je ne suis pas comme ça, et de l'exprimer. Enfin, dans tous les cas, ça reste, tu restes un enfer quand même. On verra ça à la sortie. Ouais. Du coup, on s'est dit, le mieux, c'est de se filmer et de leur montrer. Alors, je ne sais pas si vous voulez, si on doit éteindre les lumières, ce serait peut-être plus sympa. Donc, on s'est filmé, je vous laisse deviner les rôles. Enfin, oui. Écoutez bien les textes et essayez de voir qui est qui. Et la confrontation en live des cas de référence. Et ainsi de suite. Il y a trop de trucs qui m'énervent sur terre. Les chômeurs sans travail, les orphelins sans père. Plus rien ne tourne rond et personne peut l'admettre. Et ça me vénère. Dis-leur mère. Ça me vénère quand je marche en chaussettes dans la salle de bain. Et qu'il y a de l'eau partout, je fais ça tous les matins. Je tire ma nourrice au cas des maudits indiens. Oh, ça me vénère, oui, ça me vénère. Mais je pensais pas à ça. Ce problème de la jeunesse, tu vois les trucs comme ça. Tous les échecs scolaires, les familles déchirées. Ça me vénère, dis leur maître, je peux plus respirer. Ça me vénère quand je me comme le doigt sur le coin du lit. Ok. Quand je commande un cheesecake qui tient pas tout lit. D'accord. Quand je repasse le t-shirt et que je fais les plis. Oh, ça me vénère, oui, ça me T'as raison, une fois de vénère. plus, c'est pas ce que je voulais dire. Genre les SDF sans toi qui ne savent pas où dormir. Ces jeunes qui vendent de la drogue et qui deviennent dealers. Allez frère, je compte sur toi, cette fois-ci, dis-leur. Ça me vénère. Je conduis avec un voyant que je connais pas, salut. Quand t'évites les liatiques de Maya, t'as cru. Je souffle les bougies magiques et qu'est-ce salut. Oh, ça me vénère, oui, ça me vénère. Tous mes écouteurs sont tout emmêlés. Oh, j'ai un Kinder, je sais pas construire le jouet. Il fait chaud avec mes lunettes sont pleines de blé. Oh, ça me vénère, oui, ça me Je suis vénère. d'accord, mais je vais recentrer un peu. Je vais parler des galères d'écran et des types de... Ça me vénère. Quand j'ai une cloche, je trouve pas pour du rouleau. Quelqu'un range une bouteille vide dans le frigo. Quand je vais à lycée, que je vois pas d'un gros. Ça me vénère, oui, ça me vénère. Quand je fais des mots fléchés, qu'amour rentre pas. Quand j'entends le refrain de la chanson vénère. Ah oui, mais non, c'est vrai que cette chanson, c'est moi. Oh, je me vénère, pas me vénère. Il y a beaucoup de trucs qui m'énervent, James. Ouais, je suis vénère, super Je vénère. vois ça. Puis tu chantes fort. Un coup c'est toi, un coup c'est moi, faut dire la vérité. Hein? Ok. Bon, normalement, on n'a pas de questions. Il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Non, parce qu'il y a, Non, parce qu'il y a mieux, là. très très important là ce soir. Ouais. C'est le off qui proute. Et ça, c'est un truc qu'on peut pas éviter. Donc c'est où le off qui proute? C'est au Golden Apple? Au Golden Apple. Tout le monde sait où c'est? Tout le monde est déjà allé au off qui proute? Merci pour votre Ok, attention. merci pour votre attention. Bonne soirée. À très bientôt. Je vais demander à toute l'organisation de venir me rejoindre. Et Aurore va vous faire un petit mot parce que la tour c'est pas fini. Il y a toute la journée de demain. Il y a le off qui proute, comme l'a dit Isabelle. Donc si vous voulez venir partager un moment avec nous, on va constituer des petits groupes devant le campus. Et puis on va y aller tous ensemble. Et avant, il y a Aurore qui va vous dire un petit mot. Merci Guillaume. Au terme de cette journée intense, remplie de rencontres et de retrouvailles, je vais faire un discours bref, surtout avec mon accent. Se réunir est un bon début, construire ensemble est un progrès. Concrétiser les choses ensemble, c'est la réussite. C'est exactement ce que j'ai ressenti aujourd'hui. On m'a toujours dit qu'il fallait jamais rater une opportunité d'être reconnaissante. C'est pourquoi je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous remercier. En particulier, je souhaite remercier nos sponsors pour leur soutien financier, nos orateurs pour tout ce qu'ils nous ont partagé aujourd'hui et nos partenaires pour leur aide précieuse dans la logistique. Je me permets également de tirer mon chapeau à toute l'équipe d'organisation qui se voit aujourd'hui récompensée après près d'1 an de travail
par le bon déroulement de cette édition Agile Tour Bordeaux. Malgré tout, on a eu quelques petits soucis. On a... Et pour finir, je voudrais surtout remercier chacun d'entre vous, chers participants, sans qui ce genre d'événement n'aurait pas lieu d'être. La soirée n'est pas terminée. Rejoignez-nous chez Golden Apple, le off qui proute, pour que nous puissions nous échanger autour d'un verre. Demain... Agile Tour Bordeaux continue et nous espérons vous voir encore nombreux et merci à tous et à demain.